Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le printemps de l'évaluation est une innovation qui a été expérimentée l'année dernière et dont nous venons d'achever la deuxième édition il y a quelques semaines. Certes, cela permet de renforcer le pouvoir de contrôle budgétaire de notre Assemblée, qui est un principe inhérent à toute démocratie et qui est inscrit à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais, pour reprendre la sagesse populaire, l'hirondelle ne fait pas le printemps. Cet exercice mériterait d'être encore davantage amélioré et j'y reviendrai. Ce pouvoir est aujourd'hui scindé en deux dans son exercice avec ce que l'on pourrait appeler un automne de l'autorisation lorsque nous votons la loi de finances initiale et le printemps de l'évaluation. Mais il ne faudrait pas confondre le contrôle de l'exécution de l'exercice précédent et le débat que nous avons sur le projet de loi de finances de l'année N+1. Ces dispositions n'ont pas de commune mesure puisqu'elles ne portent pas sur les exercices de la même année. Cependant, elles permettent d'améliorer les autorisations budgétaires pour être plus en phase avec les réalités grâce aux évaluations de l'exercice précédent fournies au Parlement. C'est un cercle vertueux. Il s'agit avant tout d'une pratique politique du Parlement qui lui permet d'exercer sa capacité d'être dans une logique constructive de contrôle et d'évaluation, au-delà du fait majoritaire. Cette fonction est essentielle au bon fonctionnement de nos institutions. En effet, seul le processus budgétaire est capable d'encadrer et d'éclairer des choix de gouvernance et de politique dans chacun des domaines d'une manière concrète et réaliste. Le projet de loi de règlement, qui est l'instrument privilégié de ce contrôle budgétaire pendant l'exercice N+1, a toujours été un texte examiné rapidement, en quelques heures parfois, et qui n'a jamais atteint l'objectif affiché dans la LOLF. Je demeure convaincu que le Parlement ne s'est pas encore totalement saisi de toutes les possibilités offertes par ce texte. Parallèlement, nous estimons que le printemps de l'évaluation doit être encore renforcé pour qu'il devienne un véritable moment de vérité et pour accroître encore sa visibilité. Une des pistes passe par l'association plus étroite des groupes minoritaires et de l'opposition. En effet, seules 2 minutes d'intervention leur ont été accordées pour exprimer leurs avis et poser leurs questions sur l'exécution du budget. Comment pouvons-nous croire que 2 minutes suffisent pour balayer le champ d'une ou plusieurs missions, pour savoir si l'autorisation parlementaire a été respectée, si l'exécutif a été conforme à la prévision et si le schéma d'emploi a été correctement exécuté? En l'état actuel, nous n'allons pas assez loin dans le sens d'une logique constructive que chacun appelle de ses vœux. Sans cela, il ne pourrait y avoir de réel débat politique au cours de l'évaluation sur le bien-fondé des choix budgétaires faits par le gouvernement, sur les alternatives possibles, sur la cohérence des diverses lignes d'action entreprises dans les différentes missions et programmes. C'est la raison pour laquelle nous avons pris connaissance du 4e point de la présente proposition de résolution, laquelle reçoit l'assentiment de notre groupe. En outre, les interventions des rapporteurs spéciaux se sont souvent bornées à l'examen de la sincérité du budget sans évaluer le rapport entre les moyens engagés et l'atteinte des objectifs politiques fixés, sans interroger les indicateurs des rapports annuels de performance. Par ailleurs, évoquer la mission de contrôle budgétaire du Parlement m'oblige à évoquer le maintien des processus de gestion dérogatoires comme les fonds sans personnalité juridique. En effet, il faut remarquer que ces derniers ne sont pas indiqués dans le budget de l'État et sont donc soustraits, totalement ou pas, à l'examen du Parlement et à son autorisation, principe essentiel de la démocratie parlementaire. Je veux par exemple parler du fonds d'aide à l'innovation. Cela va à l'encontre des principes classiques d'unité et d'universalité budgétaire dont on retrouve des prémices dès la Restauration 1814-1830. C'est pourquoi une révision semble aujourd'hui nécessaire pour supprimer cette zone de flou budgétaire en choisissant clairement entre, selon les cas, une intégration du budget de l'État ou une véritable délégation à des opérateurs. Comme le disait Eugène Pierre, « dépenser sans loi, c'est voter l'impôt ». Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole